Alors moi, je me suis lancé sur la piste historique et puis j'ai découvert quelque chose que j'ignorais totalement. Alors certains d'entre vous étaient peut-être à ma conférence, ceux qui n'y étaient pas, je vais résumer très très rapidement les choses. Il faut savoir qu'au début de la guerre de 14, l'armée française est entrée en Alsace. Elle est entrée en Alsace, elle a pris la région de Thann, mais beaucoup plus que ça. Elle est allée à Mulhouse, à Colmar. À Mulhouse, il y a même eu une bataille, ça s'appelle la bataille de Dornach. Elle est allée à Colmar, et elle est allée ici, à Guebwiller et à Soultz. Seulement, bon, on va dire, les choses n'étaient pas très stables, les choses étaient un peu vagues, et très vite, l'armée française a dû reculer, à cause de la bataille de la Marne, il y avait eu un certain nombre de besoins d'effectifs. L'armée française a reculé et s'est stabilisée sur la limite qu'on connaît, qui est Thann, le Cannes-Marie, en gros, le front de la guerre 14, que vous connaissez tous. Mais ce qu'on ignore, c'est que quand ils ont reculé, les soldats français ont emmené avec eux beaucoup de gens. Alors qui est-ce qui est parti avec cette armée? Qui est-ce qui a reculé? Il y a eu d'abord les francophiles, ça c'est une minorité. Il y a également un certain nombre de trafiquants, alors trafiquants d'alcool, tout ce que vous voulez, toutes sortes de gens qui sont compromis avec l'armée française quand elle est arrivée. Mais les Français, en reculant, ont rappelé tous les jeunes gens. Quand ils traversaient un village, ils voyaient un jeune, ils rappelaient le jeune en question, ils l'emmenaient avec eux. Devinez pourquoi? C'est pour que ce jeune ne devienne pas soldat de l'armée allemande. L'armée française embarque avec elle un certain nombre de gens. Tous ces gens qu'on a embarqués se retrouvent à Belfort et on les met en prison dans la forteresse de Belfort. Enfin, en prison, quelque chose qui ressemble à une prison. Vous savez tous, bien sûr, que les Alsaciens étaient pour la quasi-totalité de nationalité allemande. Donc ces gens qu'on avait amenés, ces Allemands, qu'on avait amenés sur le territoire français, même s'ils étaient francophiles, il fallait qu'on les surveille. Donc on les a tous mis en prison. Et ces gens-là, ensuite, eh bien, on les a gardés quelque temps et on les emmenait à Besançon. On les emmenait à Besançon. Et là, il y avait une commission. Cette commission, il y avait un juriste, un conseiller d'État, il y avait un militaire, un médecin, etc. Et cette commission était souveraine. Elle avait tout pouvoir. Alors c'est très simple, imaginez la scène. Vous avez ces Alsaciens qui arrivent, on les met devant la commission et on dit voilà, est-ce que vous êtes français? Ou est-ce que vous êtes allemand? Imaginez la tête qui défait. Et il y avait trois solutions. La première solution, c'est je suis français. Alors à ce moment-là, on lui donnait sur le champ pour la nationalité française, avec carte d'identité, etc. Seulement voilà, c'était un piège. Parce que si c'était un homme qui disait vous êtes français maintenant, et il partait immédiatement pour l'armée française. Donc c'était extrêmement embêtant. Et si c'était une femme, on lui disait ben voilà, vous êtes française, au revoir, bon vent, débrouillez-vous. Alors vous imaginez ces femmes qui ne parlaient pas un mot français la plupart du temps, ou très peu, qui se retrouvent larguées dans un pays qu'elles ne connaissent pas, c'était épouvantable. Alors bon, ça a été un premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, quand nos Alsaciens arrivaient dans la commission, et ceux qui disaient je suis allemand. Alors, allemand, et puis je vous en dis en quelque sorte. Alors évidemment, ceux-là, on faisait ni une ni deux, c'était immédiatement la prison. Puis alors, la majorité, c'est ceux-là qui m'intéressent, la majorité, ben, ils disaient, écoutez, j'ai rien contre la France, j'ai rien contre l'Allemagne non plus, monsieur Alsacien, je suis né allemand, mais bon, chez moi, on a toujours beaucoup aimé la France, j'aime bien la France, mais j'ai rien pour, ni rien contre pour vous. Alors ceux-là, on les appelait les douteux. Alors on leur mettait une carte d'identité blanche, qui était une carte d'identité de douteux. Voilà. Donc ils n'étaient ni français ni allemands, en quelque sorte. Alors, après, il y avait l'idée, qu'est-ce qu'on en fait? Donc le gouvernement français se dit, qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là, ces douteux? Il fallait bien les traiter. On ne pouvait pas non plus les traiter comme des Français, ne serait-ce que parce que juridiquement, ils n'étaient pas français. Alors on a trouvé une solution, on les a confiés à l'administration civile, et on les mettait dans des grands bâtiments, des grands bâtiments qu'on avait réquisitionnés. Alors certains étaient à Issoire, en Auvergne, on en parlait tout à l'heure, d'autres étaient en Bretagne, d'autres étaient à Aubenas, en Ardèche, et puis un certain nombre d'entre eux, à peu près 700 personnes, se sont retrouvés à Saint-Rémy-de-Provence. Alors voilà, moi quand je voulais écrire mon livre, je me retrouve avec ce fond historique passionnant. D'autant plus passionnant, croyez-moi, que pour un auteur, ce qu'il y avait bien dans l'histoire, c'est qu'à Saint-Rémy-de-Provence, il y avait Albert Schweitzer. Albert Schweitzer, tout le monde sait qu'Albert Schweitzer était en Afrique, il s'est mis à l'embarras des Noirs, et tout le monde sait qu'il a eu des démêlés avec la France.
c'est la fameuse affaire, il est minuit de Schweitzer, l'administration française, un certain Leblanc, dit à Schweitzer, écoutez, vous êtes allemand, ah ouais, mais je soigne les colonies des Français, on s'en fout, vous êtes allemand, vous n'avez pas le droit de les soigner. Donc, vous avez jusqu'à minuit pour les soigner, et après c'est fini. Il est minuit de Schweitzer, c'est l'échéance. Et ce qu'on ignore, c'est que Schweitzer a été pris par les Français en Afrique, a été amené en France et a été mis en prison avec les autres Alsaciens. Évidemment, pour moi, vous voyez, parler de futur, pour moi c'est passionnant parce que, évidemment, j'ai là un personnage clé, un personnage phare de l'histoire. Alors, que se passe-t-il concrètement? Eh bien, nos Alsaciens, on les amène à Saint-Rémy-de-Provence. Saint-Rémy-de-Provence, et voilà la deuxième piste qui m'amène à mon livre, Saint-Rémy-de-Provence, ce qui était disponible, c'était l'asile psychiatrique, qui s'appelle Saint-Paul-de-Moselle. Et l'asile psychiatrique est hyper célèbre parce que c'est là qu'était enfermé Van Gogh. Quand il s'est coupé l'oreille, il s'est fait enfermer volontairement à Saint-Paul-de-Moselle, où il a peint 100 et quelques tableaux, il était très très primitif. Là-bas, la lumière du pays lui plaisait, et évidemment, Saint-Paul-de-Moselle a un deuxième personnage. Donc je reviens à mon roman. Nos Alsaciens, et ça c'est historique, c'est réel, nos Alsaciens sont à Saint-Paul-de-Moselle. Puis pour quelques anecdotes, ils travaillaient, et on les avait emmenés là-bas pour qu'ils travaillent. Donc le camp était un camp ouvert, ils pouvaient le matin entrer dans le camp, enfin sortir du camp, pardon, on faisait la fête, ils sortaient du camp le matin, ils travaillaient la journée dans des fermes, et le soir, on les ramenait, où ils étaient ramenés au camp, où ils devaient passer la nuit. Donc c'était un camp ouvert. Et puis alors, dans ce camp, il y avait une aristocratie qui était celle des fonctionnaires. Ringelbach, le Ringelbach qui a vécu dans cette maison, ou les Ringelbach de Sousse, celui qui a été envoyé là-bas, était instituteur, il était fonctionnaire. Et il avait été arrêté en tant que fonctionnaire allemand. C'était logique. Parce qu'on avait décidé, les militaires français avaient décidé que tous les fonctionnaires allemands, les gendarmes, postiers, instituteurs, etc., seraient mis à Saint-Rémy-de-Provence. Donc, tous ces fonctionnaires étaient là-bas, et ces fonctionnaires, eux, touchaient leur paye de fonctionnaires. Parce que le Reich de Guillaume II avait décidé qu'il ne pouvait pas laisser tomber ces fonctionnaires, même prisonniers dans un pays voisin. Et alors, donc, ces gens sont ni français, ni allemands, ni prisonniers, ni libres. Tout ça est assez étrange. Et ces gens-là, donc, se retrouvent dans le camp de Saint-Paul-de-Moselle. Et là, pour moi, évidemment, c'est une véritable petite lumière. J'ai donc ces matériaux, j'ai cette histoire tout à fait intéressante. Maintenant, la question est comment je vais faire ça pour en faire un roman policier. Parce que je ne vais pas écrire un roman historique, parce que ça n'a pas vraiment d'intérêt, ça redevient un roman policier. Alors, l'idée me vient soudain, je me dis, mais oui, Van Gogh était là. Donc l'intrigue, je ne dévoile rien, c'est écrit derrière le livre. J'imagine une petite jeune fille alsacienne qui, en 1918, est censée mettre un peu d'ordre dans les greniers de Saint-Paul-de-Moselle. Et elle trouve un dessin dans un coin. Elle met le dessin dans la poche, elle rentre en Alsace, parce qu'il faut savoir que ces Alsaciens ont été libérés avant la fin de la guerre. Ils ont été libérés en juillet 1918 par un échange entre les civils français et les civils allemands. Et là, donc, je reviens à mon propos, ma petite jeune fille est chargée de mettre un peu d'ordre dans les greniers, elle met de l'ordre dans les greniers, trouve un joli dessin, elle met le dessin dans la poche, elle rentre en Alsace. Elle meurt de nos jours, pas tout à fait, il y a quelques années, une dizaine d'années, elle meurt de nos jours, centenaire, et les héritiers partagent ses biens. Et là, il y en a un qui tombe sur le dessin, il dit, non, le dessin montre le dessin à un expert, et il dit, mais savez-vous, vous avez un Van Gogh. Alors évidemment, il y a toute une mafia qui se monte, qui a pour but de cambrioler les greniers de Saint-Paul-de-Moselle, les greniers de la maison que j'ai dit tout à l'heure, pour aller faire la base sur les autres Van Gogh qui se trouvent probablement encore. Donc mon détective est embauché pour essayer de comprendre pourquoi il y a des gens qui veulent aller cambrioler un endroit où il n'y a absolument rien à voler. Et il est obligé par là même de démonter toute l'histoire. Puis après, évidemment, ce sont les péripéties, c'est-à-dire piégetage, agression, bon, enfin, ça, ce sont les péripéties du roman policier. Mais le fond historique est parfaitement authentique. J'imagine, pour finir, bon, vous savez tous que les maquettes, je pense mal, volontairement, je suis pas amusé à faire des Alsaciens, ça veut dire les voyous, mais au sens un peu espiègle du terme. Les maquettes, à nous, c'est un peu le voyou sympathique, le petit roche. Donc, si vous voulez, l'idée c'était de faire revivre mon héros, parce qu'il y a plein de
gens, moi j'avais plus d'inspiration, du coup je savais pas trop quoi raconter. Il y a plein de gens qui sont venus me voir en me disant, allez, vas-y, refais un roman, etc. Vous êtes gentil, il faut avoir un thème aussi, il faut un thème historique sérieux. Et surtout, moi, ce que je veux, c'est faire quelque chose qui soit un peu provençal aussi. Alors, faire quelque chose qui soit provençal et alsacien en même temps, c'est pas évident. Là, c'est une mine d'or, hein, je trouvais que c'est juste ce qu'il fallait. Hein. Et c'est vrai que le provençal et alsacien, c'est quand même des régions très lointaines, très différentes, et c'est pas très 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 simple. Le précédent roman, qui s'appelait Les Masques du Sonko, que certains l'occasion, là, ça tombait bien, parce qu'il y avait le culte de Mitra qui se faisait ici, et je partais du principe qu'une bande de dingues faisait revivre le culte de Mitra. Or, on égorgeait du taureau, alors ça amenait forcément à aller en Provence, hein, ça allait bien. Alors maintenant, si je fais un appel, s'il y a quelqu'un qui a une idée de lien historique peu connu entre l'Alsace et la Provence, alors là, c'est pas évident, hein, c'est vraiment pas évident.